Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, on continue notre série sur la gestion du temps et j'ai hâte aujourd'hui de vous partager d'autres pistes dans cet épisode 80 qui va concerner aujourd'hui la famille, le partenaire de vie, les enfants pour gagner du temps en famille, pour partager notre temps avec plusieurs flammes agréables, pas partager notre temps dans la douleur, mais partager plutôt notre temps dans la douceur. Merci pour tous vos retours sur les réseaux sociaux par rapport aux 2 premiers épisodes sur le temps. On voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Et j'ai envie aujourd'hui de vous partager 12 nouvelles pistes pour mieux appréhender le temps et pour avoir l'impression de moins le subir. Première piste, quand on avait notre case pas urgent et pas très important, on avait proposé dans l'épisode 79 de le mettre de côté pour voir si plus tard il deviendrait important ou urgent. Je vous invite aujourd'hui à regarder si vous pouvez le déléguer à quelqu'un d'autre. Peut-être le déléguer à votre conjoint, à votre conjointe, à votre partenaire de vie. Peut-être que pour vous, ce n'est pas très important, mais que pour lui, par exemple, avoir des chemises repassées, c'est important. Dans ce cas-là, dans votre matrice à vous, repasser le linge n'est ni urgent ni important, mais peut-être que dans sa matrice à lui, ça l'est. Et dans quel cas, c'est à lui donc de prendre en main le repassage. Vous changez de matrice. Ce n'est plus votre urgence à vous de matrice d'Eisenhower de repasser le linge, mais c'est plutôt à lui de voir si c'est urgent et important pour lui. De la même façon, repeindre la grille du jardin, est-ce que pour vous c'est une urgence et une importance ? Peut-être que pour lui ça l'est et pour vous non. Donc de déléguer les choses qui traînent un petit peu dans cette case numéro 4 pour voir si vous pouvez trouver un prestataire, trouver quelqu'un de motivé, trouver quelqu'un pour qui ça fait sens et pour qui vraiment ça paraît plus urgent et plus important que nous qui l'avons mis dans la case 4. Pour demander à cette personne de vous aider, pour demander à cette personne si elle est d'accord, je vous invite à communiquer de manière horizontale. On a vu beaucoup ça dans le podcast et plus particulièrement par l'épisode 27 qui traite du dialogue en CNV, en communication non violente. Votre manière de déléguer à quelqu'un d'autre sera encore plus efficace et pertinente si vous expliquez en quoi ça va nourrir l'un de vos besoins à vous, de vous décharger de cette tâche-là et quel bénéfice vous attendrez vis-à-vis de l'autre si c'était lui qui prenait en charge cette action. Deuxième piste, c'est d'englober la participation de vos enfants sur la vie quotidienne. Très souvent, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous voyez Siana en train de participer aux ateliers de vie pratique de la maison pour balayer les feuilles du jardin, pour étendre le linge, pour plier le linge, pour mettre la table. Siana participe activement à toutes les tâches qu'on appellerait ménagères. Tout simplement, ça fait sens pour elle de participer à avoir du linge propre, de faire tourner la machine, d'arroser les plantes, de ranger les courses quand on rentre du marché, etc. Ça fait sens d'autant plus que ça évite aux ados plus tard de se dire que tout se fait tout seul. Il n'y a pas de magie dans la maison. Si on veut avoir à manger, il faut avoir fait les courses. Si on veut avoir à manger, il faut avoir cuisiné. Si on veut avoir à manger, il a fallu dépenser de l'argent, aller au magasin ou se faire livrer et ensuite ranger les courses au bon endroit dans la maison. Donc dès tout petit, je vous invite à expliquer aux enfants pourquoi vous faites ce que vous faites, de leur demander
de l'aide, ils sont ravis de contribuer, ils ont cet élan de générosité de vouloir faire comme maman, par imitation. C'est pour ça qu'il y a autant de coins imitation dans les classes de maternelle. Les enfants se sentent investis d'une valeur, d'une vraiment mission de faire comme l'adulte. Et donc, vous pouvez confier des petites missions à vos enfants, d'étendre les chaussettes sur le fil, de vous aider à porter les pommes du marché, de voir ce qui est possible de faire, d'installer les cuillères sur la table quand c'est l'heure du repas. Pareil pour arroser les plantes, pour plier les serviettes. Je me souviens d'une maman pendant le confinement qui était très étonnée des activités que j'envoyais. Par jour, j'envoyais 10 propositions d'activités à chaque famille. Elles étaient étonnées que je propose aux enfants de plier des serviettes ou d'arroser les plantes. Ça ne leur paraissait pas être une activité scolaire. En réalité, ça muscle leur fonction exécutive. On en a parlé dans l'épisode 46, je crois. C'est tellement utile pour l'enfant de faire des activités qui ont une réelle valeur ajoutée dans la vie de la famille que ça a beaucoup plus de sens que de le laisser simplement jouer avec des jouets. On en reparlera dans la rediffusion des épisodes sur les jouets et sur le jeu libre. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, sur la gestion du temps, le fait que notre enfant sache utiliser un panier de linge, qu'il sache où se rangent les affaires, qu'il sache dans quel magasin on achète quel aliment, non seulement ça va développer son langage, son lexique, mais ça va évidemment participer à son autonomie pour plus tard. Quand il sera adolescent, quand il vivra seul, quand elle aura un budget à tenir, tout ça aura été implémenté, aura été verbalisé, aura été explicité depuis qu'il a 2 ans, depuis qu'elle a 3 ans. Et il va garder ça comme une expérience de vie, comme un bagage pour plus tard. Non seulement vous allez gagner du temps au quotidien, parce que la personne va vous aider à ranger les courses, à plier le linge, etc. Ce ne sera pas fait parfaitement comme vous faites, mais l'aide est considérable et puis l'apport sur le long terme est intéressant. Mais en plus, vous favorisez pour votre enfant la connaissance du temps, la productivité aussi, la durée de chaque élément, la pertinence de chaque décision, et puis aussi la méthodologie, la façon de faire. Donc c'est une sorte de tutorat que vous donnez à vos enfants pour utiliser mieux leur temps, leur action, leurs compétences, et mettre un peu de coopération dans la maison, ce qui est toujours bon pour notre rayure de relation. Piste 3, c'est d'aménager la maison de manière de plus en plus fonctionnelle. Pour ceux qui reçoivent la Zen Letter, dans le point numéro 4, vous avez à chaque fois des petites procédures, des petites organisations que soit Marla Sillet, donc Fly Lady, soit Marie Kondo partagent dans leurs ouvrages, dans leurs livres, pour que l'utilisation de la maison puisse apporter vraiment un bénéfice à chacun des membres. Si on est très précis, la manière d'aménager la chambre de votre enfant va pouvoir permettre son autonomie. Il va pouvoir accéder, par exemple, tout seul à ses habits. Il va pouvoir ranger tout seul ses jouets. S'il y a des grands bacs, s'il y a des grands tiroirs. Si c'est en hauteur, si c'est une armoire avec des étagères un petit peu mélangées, ça va être plus compliqué pour lui de respecter l'ordre, de ranger comme vous. Observez avec un œil complètement nouveau et étranger si l'aménagement de votre salon, si l'aménagement de la chambre de votre petit, si l'aménagement de la chambre de votre grand est optimal. Optimal pas dans le sens parfaite, mais optimal que chacun puisse savoir où poser son linge sale, que chacun puisse voir où se range le saladier, que chacun puisse comprendre qui peut aller balayer les feuilles parce que le râteau est rangé là et que la poubelle à feuilles est là. Donc d'expliciter et d'aménager de façon évidente, de façon assez intuitive, que le matériel est là, l'action est là et que l'intérêt de faire cette action avec ce matériel est au bon endroit de la maison. Ça peut être aussi changer un meuble de place éventuellement s'il est mal accessible, si la porte est dans le mauvais sens et tout. Tout est possible dans votre maison pour que ce soit mieux adapté. Par exemple, j'ai une cliente qui me disait que toutes les chaussures traînaient dans l'entrée. Donc ça peut être facilement mis en place, soit par des sacs de chaussures, soit par un meuble à chaussures, soit changer de place le sas d'entrée. À vous de voir ce qui serait le plus pertinent pour qu'on ne perde pas chaque jour du temps à râler que les chaussures ne soient pas rangées ou perdre du temps à ranger les affaires des autres puisqu'ils ne savent pas les ranger eux-mêmes. Je vous invite comme tout à l'heure à dialoguer de tout ça en CNV avec vos enfants pour qu'ils aient l'impression de contribuer et non pas d'être soumis et de n'être pas dominés par vos envies, qu'ils fassent les choses tout seuls pour vous faire gagner du temps à vous. Mais on pourrait partir dans un débat très très long à ce sujet. Quand vous avez aménagé la maison de manière fonctionnelle, vous allez peut-être vous rendre compte aussi de tous les objets qui sont dans cette maison. Ça, c'est un point qu'on aborde beaucoup aussi dans la Zen Letter, c'est que tout le bazar qu'on a chez nous,
et moi la première. Hein. Vous avez vu récemment en story l'état de mon garage après 22 ans de maternelle et tous les jeux que j'ai ramenés de ma classe que j'avais fabriqués pendant des années. C'est que tous ces objets dans notre maison, on les a gardés pour une bonne raison, hein, qu'on n'arrive pas à s'en séparer parce qu'ils font encore sens, parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire. De considérer tous ces objets-là comme une part de charge mentale, comme une part d'objet qui prend la poussière, comme une part d'objet qui nous évite de circuler dans notre maison, qui nous évite d'avoir de l'espace physique, mais aussi de l'espace mental. Notamment, hein, la chambre de nos enfants est très souvent saturée d'objets. Il y a des livres partout, des vêtements partout, des jouets partout. Comment ce serait d'imaginer que dans la chambre de nos enfants, il y ait moins de choses ? Moins de vêtements, moins de jouets, moins de livres, non pas parce qu'on va les priver de jouets, mais parce qu'on va les aménager différemment. Peut-être qu'on va organiser une rotation des jouets. C'est quelque chose qui se fait beaucoup aussi en classe. C'est-à-dire de ne pas mettre à disposition toutes les possessions de l'enfant, de ne pas mettre à disposition non plus dans nos pièces de vie tout ce qui est stocké dans les placards, mais de faire tourner un petit peu le matériel pour qu'il ne soit pas tout le temps en circulation, tout le temps visible et tout le temps en train de traîner, notamment. Pour vider notre maison, il y a plusieurs astuces, il y a plusieurs techniques. Je vous renvoie vraiment par les livres de Marie Kondo qui sont assez spectaculaires dans leur philosophie de vie. J'en parle très souvent dans les Room Clubhouse et puis aussi dans la Zen Letter. Mais le fait de vider notre maison, le fait d'avoir moins d'objets, on gagne beaucoup plus de temps. Le fait d'avoir chaque place pour un objet, ça veut dire qu'un seul objet qui traîne, on sait tout de suite où le poser. On n'a pas besoin de se casser la tête et de chercher à chaque fois où le ranger. On a décidé d'une seule place pour un seul objet. On va aussi, dans notre emploi du temps, donc là ça sort un petit peu de l'aménagement extérieur, se donner un peu plus de blocs de temps. Dans notre matrice d'Eisenhower, des blocs de temps pour aller plus vite, pour aller plus loin, pour repérer un petit peu plus des tâches de fond. Par exemple, quand vous avez besoin de vous concentrer longtemps sur l'écriture d'un dossier, sur l'écriture d'un projet, de bloquer 1 heure de temps, non pas parce que vous pourriez finir en 1 heure, parce que des fois au bout d'1 heure ce ne sera pas fini, mais parce que si vous ne vous bloquez pas du temps, ça risque de s'étendre sur toute la journée. Ça vous est peut-être déjà arrivé une fois de vous dire « Bon, j'ai encore du temps, je le ferai cet après-midi ». Plus vous avancez dans l'après-midi et plus vous vous rendez compte que ce n'est pas encore fini. Non pas parce que vous ne l'avez pas commencé, mais c'est parce que vous ne vous êtes pas donné un temps pour le finir. Donc le cerveau, ça a été théorisé par la loi de Parkinson notamment, que je trouve ça assez admirable d'avoir réussi à théoriser cette loi, c'est que notre cerveau se dit comme j'ai du temps disponible, je vais l'utiliser en entier pour faire cette tâche. Si je me dis qu'en 1 heure j'aurai fini ce dossier, il y a de grandes chances qu'en 1 heure j'ai fini ce dossier. Par contre, si je me dis j'ai au moins 3 heures pour finir ce dossier, au bout des 3 heures, il sera peut-être pas toujours fini. Parce qu'on s'est donné comme enjeu de le finir en 3 heures. Et entre-temps, on a été se perfectionner sur le chapitre 4, où on a été développer un équilibre des couleurs dans la slide 12 qui n'était pas essentiel. Mais on s'est donné plus de temps qu'on en avait besoin. De bien évaluer combien de temps ça pourrait nous prendre au minimum, d'avoir peut-être une toute petite marge si le dossier est à rendre pour demain, mais de vous donner un bloc de temps en disant en 1 heure, je pense que ça sera fini. Comme ça, notre cerveau, il se met en mode machine. En 1 heure, je vais le finir. Et s'il n'est pas fini, j'aviserai. Mais je mets mon paquet sur l'essentiel. Je ne dilue pas ça dans toute mon après-midi. Sinon, toute mon après-midi risque d'être consacrée à ce dossier, à cette façon de voir les choses qui n'est pas trop dans l'essentiel, qui est plutôt dans le fignolage et dans le perfectionnisme. Astuce numéro 6. Vous allez essayer dans votre emploi du temps de vous bloquer, non pas des tequiles solo, comme on parlait la semaine dernière, mais des tequiles de couple. Si vous vivez en couple, vous voyez que l'organisation familiale avec les enfants, avec le boulot, avec toutes les choses à gérer au quotidien, nous éloigne petit à petit des moments de couple. Alors ça n'a pas besoin d'être des moments très longs. Pour certaines clientes, au début, c'était juste un repas par semaine avec son conjoint en tête-à-tête. Ça peut être une sortie, si vous arrivez à vous organiser avec la babysitter et tout ça. Mais ça peut être juste 15 minutes, un apéritif, le vendredi soir, pendant que les enfants sont en train de jouer dans leur chambre. Juste dégager un tout petit temps de qualité pour parler d'autre chose dans votre couple, pour savourer votre relation, pour vous réconcilier sur vos émotions, pour partager le vécu de l'autre, parce qu'on est souvent aussi dans une course effrénée à la productivité familiale et de mettre un peu en retrait le couple avant qu'il soit un couple parental. C'était un couple d'amoureux avant. Donc on en parlait beaucoup dans l'épisode 41 que je vous invite à réécouter si vous voulez savoir quel type de temps de qualité on peut mettre en place dans le couple. Vous avez sûrement déjà plein d'idées aussi
pour en installer tout seul. De la même façon, dans notre emploi du temps, on peut aussi bloquer des temps de qualité en famille. Donc ça peut être un week-end, ça peut être une sortie dans un lieu touristique, ça peut être un petit temps de vacances, quelque chose qui fasse plaisir à tout le monde, quelque chose qui soit utile pour nourrir les rayures des besoins de chacun, les petits, les grands, les adultes, les bébés. Un moment où on serait tous ensemble et où on vivrait de la légèreté, on vivrait un souvenir collectif. Donc ça nous renvoie à des vieux épisodes, notamment l'épisode 3, où on prend place à l'imprévu, à la légèreté, à quelque chose qui n'est pas complètement conditionné à quelque chose de productif, mais quelque chose qui soit plus dans le vivre ensemble, dans l'expérience ensemble. Ça peut être aller visiter un aquarium, ça peut être emmener un ballon et aller dans un nouveau parc, mais de se bloquer des temps de qualité en famille pour sortir de la façon de cocher tout le temps des choses. 7e astuce, c'est de créer une organisation familiale, notamment autour d'un planning qui soit collectif. Pour l'instant, le planning dont on a parlé dans les précédents épisodes, il était plutôt personnel, il était plutôt individuel. Je vous invite à reconsidérer maintenant comment on pourrait mettre un outil en place où tout le monde pourrait se référer aux dates qui sont posées, aux rendez-vous qui sont posés, aux créneaux qui sont libres, aux créneaux qui ne sont pas libres, à un endroit où tout le monde pourrait voir visuellement que le jeudi, il faut emmener le sac de boxe, que le samedi, il faut préparer le sac de piscine, de créer ensemble un petit planning avec des logos, des vignettes, des petits stickers, des petits codages par gommette, des codages par couleur, où chaque enfant pourrait se responsabiliser et se dire « Ah oui, demain j'ai piscine, donc je vais préparer mon maillot de bain, ma serviette, mon bonnet, mon goûter, etc. » D'associer une fois de plus l'enfant à la vie et l'organisation, au rétro-planning en quelque sorte de chaque activité. Ça permet aussi de se réjouir, par exemple en comptant le nombre de jours avant les vacances chez mamie, de voir sur le planning, vacances chez mamie, ça commence le samedi 10, et le 7, on peut commencer à dire, tiens, dans 3 jours, c'est les vacances chez mamie, et si on commençait la valise, donc ça appréhende aussi la façon de comprendre le temps pour les jeunes enfants. On avait vu ça dans un épisode. Ce planning-là, on en a parlé un peu dans une Zen Letter aussi, c'est de se dire que ce planning, il faudrait qu'il soit visible de tout le monde. Chez nous, il est dans la cuisine, il est sur un tableau aimanté, tout le monde peut s'y référer. Il y a aussi à côté de ce planning les numéros du pédiatre, les numéros de l'école, les numéros du centre de loisirs, les numéros peut-être de la maman, de la meilleure copine pour les allers-retours au tennis ou tout ça. Donc de le mettre à un endroit où ce ne soit pas que la maman qui puisse être référente, que le coparent puisse aussi accéder à ces numéros-là, que la charge mentale soit partagée, parce que dans ces cas-là, on se sent plus léger de ne pas être tout le temps à disposition près du tableau. On n'est pas obligé de demander à l'autre au fait, c'était où l'anniversaire pour samedi ? Tout est écrit sur le calendrier. Samedi, l'anniversaire, c'est chez Gwenaël. Samedi, l'anniversaire, c'est chez Najat, etc. Notez au maximum sur ce planning collectif les informations dont vous voulez libérer votre charge mentale. Ça vous fait des choses de moins à penser, notamment s'il y a un cadeau d'anniversaire à acheter, de le mettre aussi en rétro-planning. Si vous avez un anniversaire samedi, de mettre le samedi d'avant, pensez au cadeau pour Mélanie. Ce rétro-planning, il n'est plus dans votre tête personnelle, sur une affiche dans votre cuisine et tout le monde y a accès et tout le monde peut appréhender le temps d'une manière un peu plus collective. On peut aussi repartir sur l'idée de créer ensemble des routines autour du petit déjeuner, de créer des routines autour du rangement. Est-ce que vous avez envie le dimanche d'installer un petit fly bingo tous ensemble où chacun pendant 1 heure fait une tâche collective? Donc il y en a qui rangent les jouets, il y en a qui s'occupent du linge, il y en a qui balayent le jardin, il y en a un qui passe l'aspirateur, une sorte de loto où chacun tire un petit papier et chacun s'active pour contribuer au bien-être de tous. C'est un temps qu'on passe en parallèle, c'est un temps qui est juxtaposé où tout le monde fait un petit peu sa part de colibri dans la maison. Ce sont des outils qu'on utilise souvent quand on fait des accompagnements. Chaque maman qui entend ça trouve ça assez amusant de partager cette charge mentale comme si ce n'était plus que de son ressort. L'entretien de la maison, l'organisation de l'emploi du temps n'est pas réservé à l'un des 2 parents. Tout ça est coopératif, tout ça peut être délégué
partager, on peut installer aussi une certaine horizontalité aussi dans ce que les enfants comprennent en fonction de l'âge qu'ils ont. À 8 ans, 10 ans, 15 ans, ils peuvent prendre part à cette organisation et à ces rétro-plannings-là. Ça demande un petit peu de mise en place au début, mais je pense que sur le long terme, comme on disait tout à l'heure, ça sera bénéfique pour tout le monde, et pour leur autonomie à eux, et pour nous, notre sérénité et notre conscience qui sont capables de s'organiser parce qu'on les a habitués très tôt à voir les conséquences et les causes, à les mettre en parallèle et à voir que si on veut avoir un cadeau d'anniversaire pour samedi, il faut peut-être y réfléchir avant, aller l'acheter avant, l'emballer avant, et que c'est pas toujours à maman de penser à tous les cadeaux en avance. Petit clin d'œil si vous êtes en train de préparer les fêtes de Noël, évidemment, ce rétro-planning, ce planning de Noël s'applique tout à fait à la situation. Tout ce qui va se passer à la fin du mois de décembre peut déjà être anticipé maintenant. Qui s'occupe de quoi? À quelle date? Est-ce qu'on peut déjà acheter les cadeaux la semaine prochaine? C'est peut-être le bon moment pour avoir des promotions. D'anticiper, d'organiser, de partager les tâches, de déléguer, fait baisser la charge mentale des mères, fait baisser la charge mentale au quotidien. Et quand on a la charge mentale qui est plus basse, comme on en parlait sur l'épisode de la fatigue, dans l'épisode 78, ça donne du carburant et de l'énergie et de la motivation pour nos autres cases, notamment la case importante. Donc pensez à répartir au maximum sur les enfants, sur le partenaire de vie, pour les routines, pour la répartition des tâches, qui fait quoi le petit déjeuner, qui met dans l'évier, qui lance la vaisselle. Ça paraît assez prosaïque, ça paraît vraiment de la logistique de la maison, mais en réalité, ces tout petits points-là sont autant d'épines dans la chaussure, autant de cailloux qu'on peut enlever un par un. Prenez en main cette petite montagne, cette nouvelle colline avant la grande gestion du temps de la montagne d'après, parce que ces petits points de routine du petit-déj, des courses, des factures, de l'administratif, des habits, des cadeaux, ça fait autant de dossiers qui sont soi-disant toujours à la charge de la même personne et très souvent de la maman. On va aussi pouvoir enseigner en piste numéro 8 la valeur du temps à chacun. Ça veut dire que les enfants au début, ils sont capables de déranger le parent tout le temps. Ils sont capables de dire aux parents « Non mais regarde, non mais viens voir et vite ». Pour l'enfant qui est dans l'instant présent, qui n'a pas cette vision du temps, c'est quand même important de lui faire comprendre qu'on n'est pas disponible justement à chaque instant. Nous aussi, on peut être concentré sur une tâche. Bien sûr, s'il y a une urgence, on va se déplacer. Mais de montrer à notre enfant qu'on a besoin de concentration et qu'on a besoin de temps pour nous, fait partie du processus. Vous allez pouvoir le mettre en place dès tout petit, de faire patienter votre enfant peut-être 10 secondes quand il a 1 an, peut-être 1 minute quand il a 2 ans, peut-être 5 minutes quand il a 3 ans, et de voir comment il accueille cette patience-là. Cette patience, c'est un fonctionnement pour plus tard, c'est une agilité pour plus tard, c'est une compétence sociale. Être patient dans la file d'attente de la pharmacie, être patient à un entretien d'embauche, c'est une compétence humaine, sociale, citoyenne. Ça peut se travailler déjà dans la famille. Ce qui veut dire que le temps est important d'arriver à l'heure à un rendez-vous, mais aussi de ne pas faire perdre son temps aux gens. Vous pouvez très tôt expliquer à un enfant « J'ai très envie d'écouter ton histoire, mais là, je dois rendre ce mail, ce dossier dans 1 heure. Est-ce que je peux t'écouter dans 1 heure ?» De voir à quel point l'urgence pour vous n'est pas forcément son urgence à lui, non pas parce que vous ne l'aimez pas, mais parce qu'il y a des impératifs. Donc on en a parlé un peu sur l'épisode sur le temps, mais de remanier aussi que vos urgences ne sont pas les leurs, que leurs urgences sont importantes, mais que vous n'avez pas les mêmes, et donc de leur faire toucher du doigt quelque chose d'assez subtil, quelque chose d'assez subjectif. Enseigner le temps aux enfants, c'est vraiment une démarche qui se fait sur beaucoup d'années, sur tout un cycle élémentaire en réalité, de leurs 2 ans à leurs 12 ans, et je trouve qu'après il y a une petite nouvelle couche, une petite surcouche nécessaire à l'adolescence, parce que leur vision du temps est totalement déformée. Le temps de l'adulte n'est pas du tout le temps de l'adolescent. Je referme la parenthèse sur ce sujet de l'adolescent. Mais cette valeur qu'on donne, nous, en tant qu'adultes, c'est précieux à la fois, c'est individuel. Personne ne peut dire que c'est urgent pour l'autre. On peut imaginer que pour l'autre, ce soit urgent, mais on peut aussi lui poser la question. Peut-être que pour l'autre, c'est moins urgent pour nous. Auquel cas, on va le mettre sur notre liste à nous d'urgence, et l'autre en face a ses urgences à lui. Une fois de plus, pour ceux qui m'entendent en atelier de CNV, ce qui se passe sur notre colline,
avec nos besoins, nos flammes d'émotion et notre matrice d'Eisenhower. L'autre en face, sur sa colline, il ne peut pas savoir tout ça. Il ne peut le savoir que si on lui explique, si on lui montre, si on lui dit. Ne considérons pas que ce qui est urgent pour nous et important pour nous l'est tout autant pour l'autre, sans l'avoir explicité, sans l'avoir verbalisé. De la même façon, ce qui est urgent et important pour notre enfant, parfois on le capture en l'observant et parfois on passe à côté parce qu'on est nous-mêmes pris dans nos urgences d'adultes. Donc de relativiser la question du temps pour chacun, pour l'adulte, pour la génération des enfants, pour la génération des parents, c'est valable aussi pour les grands-parents. Ce qui paraît urgent et important pour un grand-parent ne l'est peut-être pas pour son enfant et encore moins pour son petit enfant. Ce qui nous conduit tout naturellement à la piste numéro 9, d'oser dire non, d'oser poser des limites aux gens qui veulent utiliser votre temps selon leurs urgences à eux. Pour préserver mon temps, je vais peut-être être obligée de dire non à une invitation, non à une sollicitation, non à une proposition. Oui, ça va être délicat, parce que j'ai pas envie de faire de la peine aux autres, que j'ai pas envie de décevoir les autres. Mais en réalité, si je dis non à ce projet, à cette invitation, à cette sortie, c'est peut-être pour me dire oui pour avancer ma case important. C'est peut-être me dire oui pour aller au bout de mon étape 3, de ma semaine 4. C'est peut-être me dire oui pour dépiler toutes les choses urgentes de ma case numéro 1. Si le temps, je ne l'ai pas bien utilisé pour moi tout au long de la semaine et que j'arrive par exemple en week-end en étant frustrée, le fait que quelqu'un m'invite à sortir, le fait que quelqu'un me fasse une proposition, ça peut m'alléger, me ressourcer. Et dans ce cas-là, très bien. Mais ça peut aussi me renvoyer à une impuissance et une frustration que si je sors, si je dis oui à cette invitation, je n'irai encore pas jusqu'à ce que j'avais prévu. Je ne cocherai encore pas ce qui était dans ma to-do list de la semaine. Donc l'arbitrage, je vous le laisse faire. Peut-être qu'il y a des moments où sortir et accepter les propositions des autres va nourrir vos besoins et vous recharger en énergie. Peut-être que d'accepter la sortie et l'invitation des autres va vous plomber parce qu'au retour, vous allez vous dire « Ah ouais, mais j'ai toujours pas fait ça, je suis nulle, etc. » Donc voyez comment ça se joue pour vous. Les deux situations sont possibles en fonction des mois, des humeurs, des projets, justement, si c'est vraiment important ou si c'est juste reportable. À vous de voir si dire oui est une bonne option pour vous ou si dire non serait une meilleure option pour vous. On ne parle pas du fait de décevoir les autres puisque, une fois de plus, ce qui se passe dans la cheminée des émotions de l'autre n'est pas de notre ressort. Conférez les deux collines, conférez l'épisode 71 sur la contamination émotionnelle que je vous invite à écouter si ça n'a pas été encore fait. En piste numéro 10, je vais pouvoir scanner régulièrement ce qui me frustre de ne pas y arriver ensemble, de ne pas y arriver suffisamment, de ne pas y arriver avec mes enfants ou de ne pas y arriver avec mon partenaire. Dans la dynamique de gestion du temps, on a vu la semaine dernière qu'il y avait le rapport au temps par rapport à nos tâches sur notre matrice d'Eisenhower à nous. Mais là, on peut accueillir aussi que comme on n'arrive pas à coordonner les urgences et les importances de chacun, imaginons que vous êtes 5 dans votre famille, ça peut être frustrant que chacun essaye d'avancer sur ses tâches et reproche à l'autre de ne pas l'aider et reproche à l'autre de ne pas contribuer à une avancée et une satisfaction supérieure. Et c'est très logique puisque personne n'a la même matrice, le même état de rayure sur son arc-en-ciel de besoins, personne n'a les mêmes flammes dans sa cheminée des émotions. Donc cette petite piste numéro 10, c'est de scanner en direct que oui, on est frustré d'une certaine manière parce que ça n'avance pas comme on veut, que oui, on entend que l'autre soit frustré parce que ça n'avance pas comme il veut. Et une des seules sorties de tout ça, c'est d'arriver à expliciter pourquoi on se sent frustré, sur quel besoin ça venait toucher. Est-ce que c'était un besoin de résultat? Est-ce que c'était un besoin d'empathie? Est-ce que c'était un besoin de pouvoir, etc. Et d'entendre que l'autre aussi peut être frustré sans prendre à notre charge sa flamme de frustration. Donc ça demande une certaine humilité de voir que nos frustrations par rapport au temps ne sont pas celles du partenaire, mais que le partenaire aussi en a, que nos enfants aussi en ont, qu'ils peuvent être en train de bouder parce qu'on leur a dit non. Et oui, dire non fait partie de la parentalité, c'est difficile de voir nos enfants tristes, de voir nos enfants bouder. Néanmoins, cette flamme de frustration qu'ils ont dans leur cheminée à eux n'est pas complètement de notre ressort. On n'est pas là pour faire plaisir et pour dire oui à tout. Donc celui-là, c'était l'épisode sur la parentalité bienveillante. Je vous invite à le réécouter si ça vous intéresse. C'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais de se dire que un des outils aussi pour
faire la paix avec son temps et pour partager le temps en famille, c'est d'admettre que chacun a une utilisation de son temps qui peut être frustrante pour l'autre, que l'utilisation du temps de mon partenaire de vie peut être un déclencheur de ma flamme à moi de frustration, sans qu'il en soit conscient d'ailleurs. Parfois, je l'observe agir et je me dis, c'est pas possible, ça n'avance pas pendant ce temps-là. Et c'est ma perception de la chose. Lui, il est juste en train de nourrir ses besoins. De la même façon que quand moi, je passe du temps à ceci ou cela, il est frustré parce qu'il trouve que ce n'est pas approprié. Et c'est sa perception du temps à ce moment-là. Chacun en famille, on peut faire ce petit pas en avant d'avouer que notre utilisation de notre temps nous concerne, que par exemple quand ma fille scrolle pendant 1 heure sur TikTok sur le canapé affalé pendant que moi j'essaye d'avancer dans la maison, oui, je suis frustrée de sa manière d'utiliser son temps. Mais elle, à ce moment-là, elle utilise son temps comme elle le souhaite, comme elle en a besoin, comme elle en a envie. Ça nourrit d'autres rayures chez elle que chez moi. Donc de faire ce scan, c'est assez vulnérable, c'est assez horizontal, mais je pense que c'est un outil pertinent dans la manière de vivre le temps en famille, de vivre le temps ensemble. Donc j'ai hâte que vous me disiez si ça vous paraît facile à faire, de scanner ensemble nos frustrations ou pas. Je rappelle que si vous avez besoin d'un tuto sur comment on scanne nos flammes de cheminée, vous le retrouverez dans l'épisode 69, où je vous explique la démarche en entier. Puis si vous avez besoin de soutien, on peut se donner rendez-vous en scan individuel avec grand plaisir. Piste numéro 11, c'est de créer chacun, pour nous, une routine adéquate en fonction de nos temporalités, si on est plutôt du matin, plutôt du soir, si on a besoin de prendre la douche en premier, si on a besoin de petit déjeuner en premier, comme on est dans la famille 4 ou 5 ou 6, suivant combien vous êtes dans la maison, comment vous allez faire pour que la routine coopère avec l'emploi du temps de chacun. Par exemple, si vous avez un enfant qui se lève plus tôt pour aller au collège, si le petit dernier va à la crèche plus tard, si le conjoint part au travail plus tôt, comment vous allez mettre en place une routine qui évite l'énervement, qui évite l'agacement et qui soit compatible sur l'emploi du temps du matin. On peut reprendre l'idée du premier épisode sur le temps. De définir sur une feuille de 5h30 jusqu'à 8h, voilà toutes les actions qu'on a à faire tous les 5. À quelle heure qui prend la salle de bain, à quelle heure qui prépare le petit-déj, est-ce qu'en même temps on lance la machine, est-ce qu'en même temps on sort les poubelles, de voir ce qui serait le plus optimal comme fonctionnement, ce qui mélange à la fois l'utilisation des salles de la maison, des pièces de la maison, les horaires optimaux pour préparer le petit-déj, pour que le café ne refroidisse pas, pour que la voiture soit déjà sortie à l'heure où il faut partir, etc. Donc là, ça va dépendre vraiment de l'horaire de l'école pour vous, de l'horaire de travail, si vous partez en voiture, si vous partez à pied, s'il neige, si tout le monde prend des tartines et tout ça. Ça va dépendre vraiment de ce que vous aimez faire le matin, mais de créer tous ensemble une routine qui soit adéquate, où chacun trouve un petit bout d'autonomie, un petit bout aussi de pouvoir, que l'enfant prépare son sac tout seul, que l'enfant voit s'il veut prendre sa douche le matin ou s'il préfère le soir, et d'en discuter, de mettre ça en horizontalité, de mettre ça en prise de décision, et si ça ne va pas ce mois-ci, le mois prochain on pourra ajuster. On va partager ce temps de manière à ce que ce soit un peu proactif. Chaque enfant va pouvoir donner son mot à dire. Chaque parent va pouvoir dire que franchement, étendre la machine avant d'aller au travail le matin, ce n'est pas gérable. Donc on va mettre l'étendage de la machine à un autre moment, etc. Voyez ça comme une coopération où une fois de plus, la charge mentale de l'organisation n'est pas sur une seule personne, sur un seul cerveau, mais peut se co-décider, peut se collaborer, peut se concerter. Au début, peut-être que les gens autour de vous ne sont pas très concernés par toutes ces histoires. Et pour la génération d'avant, c'est un peu difficile même à envisager, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de traditions autour de tout ça. Mais en réalité, les nouvelles générations de parents sont très au fait que oui, bien sûr, on compatit et si c'est à papa d'emmener chez le pédiatre, papa il sait où est rangé le carnet de santé, il sait où est l'adresse du pédiatre et il n'a pas demandé à la maman où est le carnet de santé, quel est le poids de l'enfant, qu'est-ce qu'il faut poser comme question au pédiatre. Mais tout ça, ça se met en place depuis la naissance de l'enfant, si chacun prend sa part, si chacun s'organise, et si le planning est bien en vue, si les numéros de téléphone sont bien en vue, si on a explicité où était le carnet de santé et quelle était la situation actuelle de l'enfant. Une fois de plus, beaucoup de dialogue, beaucoup de propositions et de liberté dans l'autonomie un peu des actions de chacun, mais aussi bien pour le papa que pour la maman, des temps de répit et des temps de repos. On essaye d'équilibrer la charge physique, émotionnelle, mentale, professionnelle des deux côtés.
Et puis, il va peut-être y avoir des périodes de rush où l'un est plus pris que l'autre. Et dans ce cas-là, ce sera temporaire. La charge va basculer un peu d'un côté ou de l'autre, suivant qu'on ait un voyage d'affaires, suivant qu'on ait un dossier à rendre, suivant que l'un des enfants soit malade, etc. Mais pour partager son temps, ça demande de voir quel rapport on a avec lui individuellement et ensuite de mettre en place des actions collectives entre adultes et enfants. Et éventuellement, après, on fera rentrer d'autres personnes dans l'épisode de la semaine prochaine. Et puis la dernière astuce, l'astuce numéro 12, même si je pense qu'on s'est un peu éparpillé et que vous en avez déjà une quinzaine là-dedans, c'est de retirer vraiment tout le superficiel, tout ce qui est vraiment pas important. Alors c'est pas ce qui est important parce qu'on l'a peut-être même pas mis dans les cases, mais je pense à ça par rapport à la fête des associations que j'ai fait en septembre, d'avoir rencontré plusieurs parents qui me disent oui, mais on a envie que notre enfant fasse 3 activités sportives, on a envie d'aller aux réunions d'information du collège, de l'école, on a envie d'être délégué de telle association, et il n'y a pas de souci avec l'intention. Simplement, si on veut assurer sur tous ces domaines-là, en plus de notre vie familiale, de couple, personnel, en plus de nos urgences professionnelles, de nos urgences familiales, comment on va faire au bout de la semaine ? Est-ce qu'on peut retirer quelque chose qui n'est pas essentiel pour nous ? Est-ce qu'on peut retirer cette 3e activité périscolaire pour le petit dernier ? Est-ce qu'on peut retirer l'invitation des anciens combattants, du voisin, de la voisine, de la sœur de notre mère ? Est-ce qu'on peut retirer des choses qui ne seraient pas vraiment essentielles et importantes pour nous ? Parfois on dit oui pour ne pas décevoir. Ça en revient un tout petit peu à l'idée de poser des limites, mais là je veux dire ça peut être juste des habitudes qu'on a et qu'on peut retirer parce qu'elles ne font pas partie de notre matrice. Donc des activités qu'on fait par facilité peut-être, par ennui parfois, parce qu'on se dit je vais faire ça par défaut, je vais faire ça par dépit. Alors qu'en réalité, on a plein de choses sur notre liste qu'on aimerait faire et qu'on voudrait faire et qui sont dans les cases importantes et urgentes. Mais comme on a l'habitude d'aller un dimanche sur 2 voir la tata, on va le faire par habitude. Si c'est important, gardez-le. Si c'est essentiel, gardez-le. Si c'est urgent, gardez-le. Mais de voir que pour se créer du temps, pour partager du temps en famille, peut-être qu'on va réduire la marge de « il faut », de « je dois » ou de « ce serait mieux ». Que ce sera un peu plus flexible d'un mois sur l'autre, alors que si vous avez inscrit le petit dernier au tir à l'arc tous les dimanches, ça va être un engagement où tous les dimanches, ce qui fait quand même presque 40 dimanches, vous imaginez, 40 dimanches, emmener le petit dernier au tir à l'arc, ça vous oblige à renoncer peut-être à une certaine organisation de vos blocs de temps sur le dimanche matin. Pendant qu'il est au tir à l'arc, on verra quoi faire la semaine prochaine pour optimiser notre temps. J'ai 2-3 astuces à vous donner, mais là en tout cas, c'est difficile de dire à tout le monde, oui, on tiendra absolument toute l'année les résolutions de septembre, ou bientôt, qui vont arriver les résolutions de janvier, et on fera sûrement un épisode là-dessus, mais d'aller vers quelque chose de plus léger, d'aller vers quelque chose qui fait sens et qui soit pas dans les convenances sociales, qui soit pas dans le « ce serait mieux quand même de faire ci ou cela ». Il n'y a peut-être pas de « ce serait mieux », c'est à vous de choisir si ça fait sens pour vous ou non. Pour finir cet épisode, j'ai envie de vous emmener vers quelque chose qu'on a évoqué tout à l'heure par rapport à Marie Kondo. Si vous avez lu ses ouvrages, vous voyez à quel point elle trie sa maison et elle trie ses actions en fonction de ce qui nous amène de la joie ou pas. Et pour la question du temps, je vous invite à voir aussi cette méthode-là. Ça veut dire que vous allez passer beaucoup de temps dans votre journée à faire des choses qui peut-être ne font pas de la joie. Comment est-ce qu'on pourrait remettre un petit peu de joie dans ce qui vous paraît obligatoire ou alors de le sortir de notre liste? Et comment ce qui nous paraît obligatoire pourrait devenir un peu plus joyeux? Donc de remettre un peu de sens dans ce qui nous paraît obligatoire, de voir quels sont les bénéfices à faire tout ça, qu'est-ce qu'on va en retirer peut-être en financier, peut-être en émotion, peut-être en comportement, peut-être en compétences, mais de remettre de la joie au cœur de notre emploi du temps. De sortir de l'idée que il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. De se reconnecter une fois de plus à nos petites flammes agréables qu'on a à la fin de telle activité, à la fin de telle case qu'on a cochée, et de voir que cette activité-là, sur notre emploi du temps, oui, elle a peut-être duré plus longtemps que prévu, oui, on ne pensait pas avoir toutes ces embûches et ces obstacles, mais maintenant qu'on l'a dépassé, maintenant qu'on a surmonté cette étape, on est déjà au camp de base numéro 2. Donc on se rapproche du sommet. Donc on a bien avancé. De se gratifier, de se faire une petite did list, donc tout ce qu'on a bien réussi déjà, de faire une petite liste de gratitude et de garder la joie d'avoir réussi, la joie d'avoir agi, même si c'est pas parfait.
on a fait de notre mieux et on a agi. Pour mettre tout ça en place, ça fait déjà beaucoup de pistes que vous avez entendues. Vous avez entendu déjà une 40aine de pistes autour de la gestion du temps. Si c'est très difficile à mettre en perspective pour votre situation actuelle, je vous invite à me contacter pour voir laquelle des 5 offres vous paraîtrait la plus pertinente pour progresser sur ce domaine-là. Peut-être que ce sera le scan d'1 heure avec moi en individuel. Peut-être que ce sera le cercle parentalité où on échange avec d'autres parents de leur situation du moment. Peut-être que ce sera dans un accompagnement individuel sur le long terme, sur 8 mois environ. Ou alors peut-être dans le parcours Emotizen, pour apprivoiser tous ces outils-là autour des émotions, pour faire la paix avec elles, notamment pour se créer des temps de qualité, bien sûr, et puis pour mieux comprendre comment fonctionne la cheminée des émotions, comment on peut l'articuler avec l'arc-en-ciel des besoins, avec le tequil, avec la reformulation positive, avec l'éventail de stratégies, et aussi un outil que vous entendez de temps en temps qui s'appelle le crash test des pensées et le bocal à deuil. Tous ces modules-là sont dans la formation, dans le parcours Emotizen, qui est sur une plateforme en ligne, avec des lives, avec un WhatsApp aussi. Si vous avez vraiment envie d'aller plus loin, moi je vous conseille vraiment soit le parcours Emotizen, qui est vraiment très complet avec de l'individuel et du collectif, soit le suivi individuel entre nous deux. On se voit en visio et puis sur 8 séances, on met en place l'objectif qui vous tient le plus à cœur dans votre parentalité. Je vous souhaite une très bonne semaine. La semaine prochaine, on finit ce dossier sur le temps avec tout ce qui encombre encore nos emplois du temps dans le monde extérieur à la famille. Donc on va revenir un peu sur le pro, sur l'associatif, sur tous les gens autour de nous qui veulent essayer de grignoter notre temps, qu'on repartira un peu pour alléger avec 12 nouvelles pistes. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Posez-moi des questions en DM si vous avez envie d'aller plus loin. Bonne semaine, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi, pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt, et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.